On vient mettre notre grain de sel. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans Grain de Sel Télé. Je suis ravie de vous retrouver depuis le port de Saint-Cyprien pour ce troisième numéro, un numéro consacré à la côte vivante, ce trait de côte qui bouge, qui évolue, si caractéristique du littoral roussillonnais. On va parler dynamique sédimentaire, on va parler érosion du littoral, c'est un phénomène qu'on connaît bien. Ici, il y aura même une surprise artistique en fin d'émission. Mais tout d'abord, que s'est-il passé à bord de nos voiliers ces dernières semaines? Clarisse nous raconte. On vient mettre notre grain de sel. Heureuses qui, comme Pénélope, ont pris le large pour changer d'horizon. On sort du port au moteur et une fois passé la digue, c'est l'horizon tout entier qui s'offre à nous. Le vent salé qui nous décoiffe. L'appel du large qui nous chuchote à l'oreille. C'est bel et bien la mer qui prend l'homme et pas l'inverse. Ouais, ils sont très très loin derrière. Le féminisme ne tarde pas à se faire sentir à bord quand une des matelotes renomme le génois, la voile à l'avant du bateau, en génoise. Sur terre comme en mer, la révolution est en marche. On n'échappe pas aux conversations liées au Covid. Les voileux nous racontent les ravages d'un autre virus, celui de la mer. Une passion qui se transmet, hautement contagieuse. Ah oui. Mets ton crayon comme t'as fait. Et non, il est là, le méridien, il est pas là, mais... Franchement, maintenant Oui, c'est avec la c'est troisième qu'on va rigoler. On va savoir si... Pour les novices, la grande question qui se pose, c'est « Est-ce que je vais avoir le mal de mer ?» Au milieu de ce ciel calme, le regard perdu dans l'immensité de bleu, mon corps s'adapte lentement à notre nouvel habitat. Plus on s'éloigne des côtes, plus je me sens minuscule et impuissante face aux flots, au vent, au courant. Prise dans cette immensité, on ne peut que se plier aux éléments, s'adapter. Lorsqu'on manœuvre, il faut vite crapahuter à l'avant du bateau pour tirer telle ou telle goutte. Attention, ne jamais dire corde à bord, ça porte malheur aux marins. Je me demande alors comment faisait Isabelle Autissier, qui elle voyageait seule sur son bateau. On regarde au loin. Au bout, il y a l'Italie, le Maroc, la Grèce. Puis, notre skipper, Philippe, nous invite à tourner notre regard vers la côte. Il connaît chaque dune, chaque colline, chaque baie. En 10 ans, il a vu le paysage se modifier. Il a senti dans ses voiles que le vent de la fameuse tramontane souffle nettement moins fort qu'avant, et il a vu la mer venir lécher puis grappiller les côtes. Et moi, la petite jeune de l'équipage, je monte à bord pour vous et vous raconterai ce qui se passe derrière les coulisses qui prennent la forme de voile. À l'abordage. On vient mettre notre grain de sel. Le trait côtier, il est vivant, il évolue, il bouge au gré des phénomènes naturels, mais aussi en raison de l'activité humaine. Et on va voir ça. Un chiffre pour que vous vous rendiez compte. Dans l'ex-Languedoc-Roussillon, environ 22% du linéaire côtier est concerné donc par ce phénomène d'érosion du littoral. Alors, quelles sont les causes et les conséquences de ce phénomène? Quelles solutions pour l'avenir? Puisqu'à Grain de Sel, on trouve des solutions. On va en parler avec nos trois invités du soir. Bonjour à tous les trois. Merci d'avoir accepté l'invitation de Grain de Sel. Nicolas Robin, vous êtes enseignant-chercheur à l'Université de Perpignan et vous travaillez sur la dynamique du trait de côte. Bonsoir Provence Lanzellotti, vous êtes géographe de formation, vous animez l'Observatoire de la Côte Sableuse catalane, connu ici sous l'acronyme d'OBSCAT. C'est un organisme qui aide les élus à trouver des solutions pour prévenir l'érosion du littoral, entre autres. Vous nous en parlerez un petit peu mieux au cours de cette discussion. Et puis enfin, Grégory Agen, vous travaillez au Parc naturel marin du Golfe du Lion. Vous êtes notamment responsable de l'aménagement maritime. Bonsoir à tous les trois. Merci d'avoir accepté cette invitation. On va tout de suite faire un petit état des lieux.
Quelles sont les dynamiques sédimentaires ici en pays catalan et quelle a été l'évolution au fil du temps? Ce qu'on appelle la dynamique sédimentaire, c'est le mouvement du grain de sable sur la plage qui se déplace au fur et à mesure du temps en fonction des courants, des tempêtes, des vagues et également du vent. Donc effectivement, on est sur un environnement qui est mobile par définition. Et ce trait de côte qui est ici en Méditerranée, cette limite entre la plage et la mer, lui aussi évolue au fur et à mesure du mouvement de ces grains de sable. Donc lorsqu'on travaille, lorsqu'on réfléchit, lorsqu'on aborde cette dynamique du trait de côte, cette évolution du littoral, bien entendu, on s'inscrit sur des échelles de temps qui ne sont pas obligatoirement l'échelle de temps de l'événementiel, mais sur des échelles de temps beaucoup plus longues, pour essayer de retranscrire une histoire, une tendance, en tout cas dans les évolutions. Donc là, par exemple, concrètement, avant, la limite plage-mer, elle était où, ici? Alors là aussi, tout dépend à quelle échelle de temps on se place. Si on essaye d'étendre au maximum cette échelle de temps et qu'on se place il y a 16 000 ans, alors ça paraît très très loin, mais finalement, c'est un petit laps de temps dans cette évolution. Il y a une petite goutte d'eau, effectivement. Donc, il y a 16 000 ans, on était dans ce qu'on appelle un bas niveau marin, c'est-à-dire que la mer était 100 mètres plus bas altimétriquement. Cela correspond ici sur notre rivage à plusieurs kilomètres au large. On était vraiment à la tête des canyons sous-marins qui sont aujourd'hui recouverts par 100 mètres d'eau au-dessus. Et ce rivage, ce trait de côte que l'on connaît, nous, aujourd'hui, avait la même ressemblance. On avait donc un littoral formé de dunes qui ont été au fur et à mesure démantelés, au fur et à mesure que le niveau marin a augmenté. Mais on avait le même paysage, sauf qu'il était à plusieurs kilomètres au large et 100 mètres plus bas altimétriquement. Et alors, quelles sont les zones qui sont concernées par l'érosion du littoral, justement, par le fait que la mer grignote du terrain, en fait, sur le sable? Alors, sur la côte sableuse, en fait, on a une logique qui est assez liée aux aménagements portuaires, au final. C'est-à-dire que toutes les zones qui sont ce qu'on appelle en amont des rives littorales, c'est-à-dire qui sont les plus au sud des ouvrages portuaires, vont avoir tendance à s'engraisser, c'est-à-dire à gagner du sédiment. Ou en tout cas, on va avoir des plages qui s'élargissent. Mais en tout cas, on a plutôt des systèmes sableux, on va dire étoffés, avec du volume. Tandis que juste à l'arrière de ces digues portuaires, donc au nord de chaque port, on va avoir des zones qui vont perdre en sédiment régulièrement, en fait, avec des courants qui vont plutôt avoir tendance à arracher le sédiment. Et puis une alimentation qui arrive du sud, mais qui arrive beaucoup moins, en fait, qui va avoir du mal à contourner ces digues et à venir engraisser juste derrière. Ça va venir engraisser plus loin. Le sable arrive à sauter quand même certaines digues portuaires, mais il ne pourra pas venir se renicher dans certains endroits qu'on a vraiment confinés, en fait. C'est le cas sur un petit peu toutes ces portions du littoral sablo-catalan. C'est le cas au nord du port de Canet, au nord du port de Barcarès, au nord du port de Leucate. C'est le cas peut-être un petit peu moins, mais au nord du port de Saint-Cyprien aussi et au nord du port d'Argelès. Et sur la côte rocheuse, alors? Sur la côte rocheuse, le problème n'est pas tout à fait identique parce que donc chacune des plages et finalement fonctionne de manière un peu autonome. Par contre, chacune va pouvoir avoir une réponse différente face aux tempêtes. Et c'est là où on va avoir ce problème qui va plutôt se poser. C'est lorsqu'on va avoir une tempête et avec un point dur derrière, donc avec une infrastructure derrière, un mur, une promenade ou quelque chose comme ça, où la vague va aller plus loin sur la plage, va aller taper sur ce point dur. Et c'est là où du coup va y avoir un problème ce phénomène plutôt d'érosion. Mais c'est moins marqué que sur la côte sableuse et c'est plus spécifique sur chacune des plages. Et après, comme on a quand même beaucoup de caps rocheux, là, la réponse est quand même beaucoup plus lente parce que c'est beaucoup plus difficile de grignoter la roche. Donc là, ça arrive de temps en temps. On s'aperçoit que sur certaines tempêtes, on a des petits éboulements de la côte rocheuse, mais c'est beaucoup plus lent, c'est beaucoup moins marqué que sur la côte sableuse. Est-ce qu'il y a un moyen de combler ce déficit de sable ou pas? Alors, naturellement, aujourd'hui, naturellement, c'est compliqué puisque ce déficit de sable, il a différentes causes. On ne les a pas encore tout à fait balayées. Il y a des causes naturelles, géologiques, mais il y a aussi des causes anthropiques, c'est-à-dire liées à l'action de l'homme. Donc, on peut effectivement faire des systèmes de passage du sable d'un endroit à un autre. Ça, on peut le faire et on sait le faire pour poser un pansement, en fait, sur les zones les plus en déficit.
Mais par contre, rétablir un équilibre vraiment fonctionnel avec une quantité de sable comme c'était avant l'aménagement du littoral, ça va être compliqué puisque le sable qui a été prélevé est perdu pour toujours. Alors justement, parlons-en des causes humaines. Donc une des causes de cette érosion du littoral, c'est les installations de l'homme, l'activité humaine, les installations portuaires notamment. Il y a quoi d'autre comme pression humaine qui change le trait de côte ? La première raison est quand même la carence sédimentaire. Ce qu'on parlait, c'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de sédiments qui arrivent du bassin versant, qui est transporté par le fleuve et qui arrive au niveau de l'embouchure pour être redistribué par les vagues, par les courants et pour nourrir la plage. En aval, du coup. En Ça, aval, ouais. voilà. Il y a des études qui montrent que sur les grands fleuves, les très grands fleuves mondiaux, entre la période pré- et post-industrielle, 99% de la charge sédimentaire que charriaient ces fleuves ont disparu. Donc ça représente des quantités qui sont pharaoniques, je dirais, de sable qui n'arrivent plus sur le littoral. Donc ça, c'est la première cause aujourd'hui d'une érosion du littoral, c'est cette carence sédimentaire, ce sable qui ne vient pas, et il y en a toujours autant qui repart par les agents naturels que sont les courants et les vagues, et qui ne compensent pas. Et qu'est-ce qui fait qu'il n'arrive pas ? Alors, il n'arrive pas parce que notre paysage, notre bassin versant, l'intérieur des terres a énormément évolué au fur et à mesure de ces dernières dizaines d'années, voire même siècles, avec une urbanisation qui est croissante, une artificialisation des sols, liée à une extension des zones commerciales, des zones urbaines, tout simplement. Une pratique également des sols qui est différente. Et puis, dans certains cas également, la mise en place de barrages. Alors, ces barrages ont des rôles à la fois pour combler des déficits énergétiques, des barrages hydrauliques, mais aussi des rôles extrêmement positifs pour lutter contre les risques d'inondation. Donc, c'est là où on voit que ce n'est pas si simple que ça. Est-ce qu'on essaie de lutter contre le risque d'inondation ? Est-ce qu'on lutte contre le risque de submersion et le risque d'érosion ? On est vraiment sur des débats qui sont très, très compliqués. Voilà, donc on pourrait peut-être aussi compléter en disant que les grands barrages, effectivement, ont un rôle important, mais sur des petits bassins versants, comme on peut rencontrer par chez nous, et notamment au niveau de la côte rocheuse, par exemple, et jusqu'à Argelès, avec le bassin versant du Tech, on a des petits barrages, des tout petits, qu'on ne peut même pas appeler des barrages, mais qui permettent, par exemple, aux voitures de passer. Tous ces passages viennent également stopper la circulation du sable, et donc ne se retrouvent plus non plus par la suite en mer. Et on a également un autre phénomène, c'est le prélèvement dans les rivières. Il y a du prélèvement de sable qui est fait directement dans les rivières pour l'exploitation humaine, que ce soit de la fabrication, par exemple, de maisons, etc., dans le ciment. Et tous ces prélèvements de sable sont autant de sédiments qui n'arrivent plus non plus en mer. Oui, sur ce bassin versant du Tech qui est quand même naturel. C'est un des bassins versants les plus naturels d'Occitanie, voire peut-être de Méditerranée française. C'est-à-dire qu'il n'y a que des petits seuils, comme le disait Grégory. Il n'y a pas de vrais barrages comme des barrages hydrauliques de grande ampleur. Mais malgré tout, il est en déficit aussi de charges sédimentaires parce qu'on a trop prélevé pour la construction et notamment pour construire les stations balnéaires du littoral. Je crois que le chiffre, c'était en 30 ans, on a prélevé une quantité de sédiments que la nature met à peu près 400 ans à mettre en circulation dans le bassin versant. Donc autant dire que c'est irrattrapable. Tout de suite, on regarde l'image du jour de cette émission, l'image du jour qui nous est fournie par l'Obscat, qui nous montre la plage du Racou complètement endommagée, on peut le dire, juste après la tempête Gloria, un épisode de méditerranéen très très fort qu'a connu le département en janvier 2020. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit que la plage, la côte est complètement sans dessus dessous. Ces tempêtes, elles rebattent les cartes un peu, si je puis dire. Oui, c'est sur ce genre d'événement en fait qu'on s'aperçoit en fait de cette évolution, parce que c'est brutal et c'est très rapide. Et cette photo, elle a été prise vraiment juste après la tempête. Vraiment, je pense que la houle n'était pas complètement calmée. Et du coup, c'est assez impressionnant puisque on s'aperçoit que les points durs qui sont constitués par les maisons, elles ont constitué en fait des obstacles à la houle qui n'a pas pu se déverser à l'arrière. Donc elle est venue chercher du sédiment et on le voit très bien. Après, ça ne veut pas forcément dire que ça va rester comme ça non plus indéfiniment. Le littoral, il bouge dans tous les sens, c'est-à-dire qu'effectivement, il peut être détruit et on peut avoir ces images-là, mais on peut aussi avoir le contraire assez rapidement par des houles qu'on appelle constructrices. Les tempêtes, c'est nécessaire pour la bonne vie du littoral ? Oui, alors une tempête, ça fait partie du rythme de vie d'un littoral et est plutôt perçu comme un élément négatif pour le bilan sédimentaire de la plage, puisqu'il va enlever du sédiment, l'exporter au large
Et des fois, si la tempête est très très forte, va même les amener très très loin au large et ça ne sera pas remobilisé pour reconstruire la plage. Donc effectivement, les vagues en tout cas sont plutôt des moteurs négatifs, même si pendant les périodes d'été, là on a des vagues qui sont toutes petites et qui sont dites des houles constructives et qui vont au contraire essayer de faire remonter le sédiment qui a été perdu pendant l'hiver et alimenter la plage. Donc il y a une balance entre les saisons estivales et les saisons hivernales et c'est ce qui fait l'évolution du littoral. Quelles sont les solutions à l'heure actuelle pour lutter, alors je sais Provence que vous n'aimez pas trop ce terme de lutter contre, plutôt prévenir ce phénomène d'érosion? C'est ça, voilà, on va plutôt essayer de ne pas parler forcément de solutions, puisque des solutions parfaites, en fait, il n'en existe pas. Donc, on parle plutôt en langage technique de mode de gestion, c'est-à-dire de quelles mesures on va mettre en œuvre sur le terrain pour prévenir ces phénomènes-là. C'est des phénomènes qui sont difficiles à arrêter, en fait, on s'en aperçoit aujourd'hui. Et puis, voilà, au fil du temps, on apprend, en fait, de nos expériences là-dessus. Et l'idée aujourd'hui, c'est d'essayer de restaurer le transit sédimentaire. De ne pas le perturber plus, en tout cas, que par rapport à ce qu'il est déjà aujourd'hui. Dans les années 60, 70, 80, même jusque dans les années 2000, on avait tendance à construire des ouvrages plutôt imposants, des ouvrages lourds, qu'on appelle brise-lames ou épis, qui vont venir effectivement stabiliser des plages là où on a envie qu'elles soient stables. C'est pour garder une certaine largeur de plage aux endroits où il y a des enjeux touristiques notamment. Et ça fonctionne, c'est-à-dire qu'on a un trait de côte qui est beaucoup moins mobile. Mais par contre, ce qu'on ne savait pas au départ, c'est que dans les secteurs adjacents, les conséquences étaient vraiment néfastes. C'est-à-dire qu'on avait un départ de sable. C'est-à-dire il n'y avait pas de nouveau sable qui arrivait sur ces plages. C'est simplement qu'il était déplacé et stocké à un endroit. Donc ça déplace le problème en fait. C'est là où une Exactement. commune va construire un brise-lame, à côté, la commune d'à côté va manquer de sédiments. On a aussi comme solution les pilotis, les maisons sur pilotis. Alors effectivement, l'homme est assez imaginatif pour trouver des solutions pour lutter contre cette érosion. Les maisons sur pilotis font partie de ces solutions en termes d'aménagement du territoire. C'est encore des choses qui sont assez expérimentales. Donc on manque encore de recul pour savoir si c'est une solution qui est pérenne, en tout cas dans le temps. Quand on préparait cette émission, vous me parliez de recul stratégique. Alors, l'autre solution, parce que c'est une solution également, c'est effectivement ce qu'on appelle le recul stratégique, c'est-à-dire reculer les biens, reculer les enjeux et laisser la nature évoluer librement. Alors, ça paraît assez paradoxal, mais en termes de gestion du sédiment, de garder un stock de sédiments sur la plage, finalement, sur le long terme, c'est peut-être une solution à envisager, mais qui est difficile pour un gestionnaire et c'est tout à fait compréhensible. Et justement, les gestionnaires, Provence-Lanzelotti et aussi vous, Grégory Agen, vous avez affaire à eux tous les jours, les élus, les professionnels aussi avec le parc marin. Comment vous travaillez avec eux pour justement trouver une façon de gérer ces phénomènes ? Alors, avant tout, même avant la gestion, en fait, ça va être le développement de la connaissance. L'idée, c'est aussi d'essayer de leur transmettre notre expertise technique. On ne va pas, bien sûr, faire de nos élus des experts dans tous les domaines, mais l'idée, c'est de les sensibiliser à ces questions-là pour qu'ils puissent se les approprier, à leur tour l'expliquer à leurs concitoyens, et puis comprendre les avantages et les inconvénients des techniques qui existent. Il existe un panel assez important de modes de gestion. On a parlé des brise-lames et des épis, c'est les plus connus, mais on les utilise plus aujourd'hui en fait. Il y en a d'autres, il y a le rechargement de sable, il va y avoir des ouvrages sur les cordons dunaires qui restaurent aussi la dynamique à terre, il va y avoir tout un panel de solutions. Mais l'idée, c'est de leur donner les outils pour qu'ils comprennent quels sont les avantages et les inconvénients de toutes ces solutions-là, avant tout en fait, comme c'est le cas sur d'autres domaines. Et c'est comme ça qu'on les accompagne finalement. Et vous les aidez à choisir en fait. Tout à fait. Et concernant les professionnels, parce que vous, Grégory Agen, vous avez affaire aussi aux personnes des usagers en fait de ce littoral. Ouais, le rôle d'un parc, c'est vraiment de mener de la concertation pour pouvoir les aiguiller, pour pouvoir les aider, pour pouvoir leur faire comprendre aussi certains mécanismes, certains phénomènes éventuellement, et puis surtout de les mettre en relation parfois avec des experts qui viennent un petit peu nous aider dans les explications. D'ailleurs, je remercie Nicolas Robin et Provence Lanzelotti de souvent nous aider dans nos réflexions. Et ça nous permet, et nous après, on a cette capacité, en tout cas c'est notre rôle, de réexpliquer un petit peu à toutes ces personnes, tout ce panel d'usagers, comment ça fonctionne et qu'est-ce que ça peut occasionner.
On peut donner l'exemple des gestionnaires de port parmi les usagers. On a cette capacité, ou en tout cas ce rôle de pouvoir discuter avec eux lorsqu'ils envisagent leur projet, de façon à ce qu'il soit le plus transparent possible sur le milieu marin. Donc là, c'est toujours très intéressant de pouvoir discuter avec le gestionnaire, mais aussi avec le bureau d'études, les services de l'État, enfin toutes les personnes qui vont avoir finalement un regard, une réflexion, et de pouvoir discuter le plus en amont possible pour que le projet soit le plus vertueux finalement. En fait, votre rôle, c'est vraiment de permettre de faire que tout le monde se parle et avance ensemble et trouve des solutions ensemble. Oui, c'est un peu ça, que ce soit l'université, le parc naturel marin ou les partenariats comme l'Obscat. L'idée, c'est de fédérer les acteurs, former ce petit réseau, on va dire, littoraliste, qui fait que dans l'échange, en fait, on progresse forcément. Et dans l'échange de retour d'expérience, notamment. Des solutions existent donc, le tout, c'est de se parler. Ça sera le mot de la fin pour ce débat. Mais à Grain de Sel, on aime bien aussi demander à nos invités qu'ils nous fassent part des œuvres de recommandation. Donc, c'est un livre de Hugo Verlhomme qui s'appelle Mer-Mer, qui est un livre de science-fiction qui se déroule quelques siècles après notre ère, suite à des catastrophes, à une évolution de la Terre. L'homme commence à vivre sous l'eau. Donc, il y a toute une communauté et de nouveaux principes de vie qui se mettent en place, tout ça en relation avec le milieu marin et une synergie avec le milieu marin. Donc, c'est un livre qui m'a beaucoup influencé. Le rêve de tout homme de pouvoir respirer sous l'eau. Grégory Agen, vous, votre recommandation? Moi, c'est un livre qui est assez récent, qui a été édité par Renaud Dupuis de la Grand-Rive, qui est gestionnaire d'un site d'une aire marine protégée sur la côte agatoise. Pour moi, je suis de formation océanographe, donc pour moi, c'est vraiment le sédiment, tout ce qui est un petit peu mort, finalement. Il m'a fait découvrir qu'il y avait une autre vie sous l'eau, sous la mer, avec des images magnifiques d'espèces faune et flore de Méditerranée. Super. Et vous, Provence ? Alors moi, je voulais partager un petit documentaire qui s'appelle Le Languedoc, Nouvelle-Floride. Et ça a été tourné et diffusé au moment vraiment de la signature de la mission Racine, donc cette mission interministérielle qui a permis l'aménagement des stations balnéaires du Languedoc-Roussillon à l'époque, qui ne dure pas très longtemps, mais c'est des témoignages assez justes en fait des habitants à l'époque et de leur vision. C'est aussi très scénarisé. On arrive bien à sentir dans quel état d'esprit le sud de la France était. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus partager votre savoir, votre expérience avec nous. Tout de suite, le reportage de Grain de Sel Télé et de nos équipes. On vient mettre notre grain de sel. Le sable qu'on voit aujourd'hui fait partie intégrante de la plage sud, qui était déjà à l'origine ce qu'on appelait la plage sauvage. Sur la plage nord, on va venir tous les 2 ans, voire 3 ans, rajouter du sable. Et où on pioche ce sable justement, entre guillemets, on vient le prendre dans l'avant-port de Saint-Cyprien. Il y a un phénomène d'engraissement à ce niveau-là. Et donc on va venir pomper ce sable et le redéverser entre les batteries d'épis. Les épis réalisés à l'époque ont préservé l'urbanisation. Il faut se poser la question de leur utilité. La courantologie a changé, les houles ont changé, les tempêtes ont changé. Aujourd'hui, on agit essentiellement avec des méthodes dites douces. C'est quoi ces méthodes douces? C'est aujourd'hui l'environnement dans lequel on se trouve, un cordon dunaire entouré de ganivelles. Les ganivelles vont piéger le sable, plus de la végétation qui va être plantée au départ et d'autres essences qui vont venir grandir et stabiliser ce cordon dunaire. Il y a de l'humus, il y a comme une petite couche sur ton sol. On a toujours notre paronique ici, qui se défend bien malgré le piétinement et autres. On réfléchit aujourd'hui à créer un cordon supplémentaire de ganivelles, donc ou en avant en direction de la mer pour la plage sud, ou carrément sur le cordon dunaire existant pour la plage nord, car on a constaté qu'il avait vraiment grossi et joué pleinement son rôle. Et puis enfin, nous avons été lauréats avec 2 communes de l'Hérault pour tester un nouveau dispositif de lutte contre notamment le phénomène de vague, cette vague qui vient, qui tape et qui amène avec elle des sédiments. C'est donc ces modules béton dénommés Wave Bumper.
On se rend compte qu'on suit beaucoup mieux cette évolution du trait de côte et donc on veut justement réaliser les bonnes choses au bon endroit qui soient pérennes pour les générations futures. On vient mettre notre grain de sel. Un bateau de pêche détecte le poisson, le capture et le tue. Un bateau de pêche est un chasseur et un usinier. Jamais il n'est un producteur. Personne jusqu'à présent n'a pu augmenter ou améliorer le cheptel océanique. Les armateurs dans leurs bureaux ne sont pas des explorateurs, ce sont des industriels. Sur le sol terrestre, aujourd'hui, on produit méthodiquement. Dans le milieu océanique, on exploite aveuglément. Personne, d'aucune nation au monde, ne s'occupe ni des tonnes de faux poissons, ni des tonnes de déchets. Par-dessus bord, les poissons inutiles, les sales-gueules, les indésirables, les traînards, les hors-la-loi, les moins que rien. Et au-delà l'eau, les débris. Sur la mer balayée par le froid polaire, les bateaux tournent sans fin, comme des chevaux de cirque sous le fouet des vents. Tous rejettent des tonnes de matériaux alimentaires. Ailleurs, des territoires entiers sont privés de nourriture. Quel gâchis! Isabelle, bonsoir, merci pour cette lecture très forte. Ce texte est issu de votre spectacle, un spectacle que vous faites d'habitude avec 2 autres lectrices. Un Exactement. spectacle qui s'appelle La femme et la mer, que vous avez créé en 2019. C'est une production de Docat Images. Il est de qui ce texte ? Ce texte est de Anita Conti. Anita Conti, c'est une dame qui est née à la fin du 19e siècle et qui était une scientifique, la première océanographe. Une pionnière. Une pionnière, voilà. Et cette dame est partie, la première aussi, s'est embarquée sur le Viking, le bateau dont on parle dans le texte, qui est un mourutier et qui allait pêcher la morue en Atlantique Nord. Elle est restée 3 mois. Et ça se passait à la fin des années 30. Elle dénonce notamment la surpêche, l'exploitation. Voilà. C'est un texte qui résonne beaucoup avec l'actualité. Ce texte s'appelle « Les racleurs d'océan », l'extrait. Les racleurs d'océan. Voilà. Le titre est explicite. Dans votre spectacle, il y a des textes d'autres navigatrices, d'autres passionnées de mer. Pourquoi ces femmes ? On est un trio de 3 femmes et on a voulu des textes de femmes. Voilà. Des textes littéraires, tous. Et il y a aussi un texte très important qui a été celui de quelqu'un de maintenant, Chantal Thomas, qui s'appelle « Souvenir de la marée basse » et qui nous a un peu rassemblés toutes les 3. Chantal Thomas parle de sa mère et surtout de la passion de la nage de sa mère. Et cette passion, elle lui a donné. Et donc, on a voulu choisir des textes de femmes qui parlaient de la mer, de la passion, et en même temps de la nécessité de la préserver, cette mer. Voilà. Oui, c'est vraiment des environnementalistes au sens premier du terme. Elles alertent très très tôt. Qu'est-ce qui fait que ces femmes-là, elles ont un rapport intéressant à la mer ? Les femmes, jusqu'alors, ne prenaient pas la mer, elles étaient extérieures au monde marin. Et on a toute la figure de Pénélope. Pénélope, elle attend. Elle est face à la mer, mais elle n'y va pas. Pénélope dans Odyssée, donc qui attend Ulysse et qui tisse sa toile, son tissage qu'elle défait. 10 ans. Voilà, pendant 10 ans, Pénélope très... Elle reste sur le rivage. Donc on a voulu chercher des figures de femmes qui, elles ont mis les voiles, elles sont parties. Et on a trouvé des femmes peu connues comme Herriot, Ella Maillard, Virginie Herriot, et cette fameuse Anita Conti. Bien sûr, après Isabelle Autissier. Donc, ces femmes pour qui la mer est importante. Les femmes ont un rapport différent, bienfaisant avec la mer. Vous ressentez quoi en lisant ces textes-là ? On a été embarqués, nous aussi. Il y a 3 voix, mais il n'y a pas que les voix. Il y a donc les vidéos, là, qu'on a vu. Oui, il y a une partie image. Tout le temps. C'était important, cette partie image. Tout le temps. Celle-ci, que vous avez vue, qui sont des images qui ont été... filmées par
une des trois, je parlerai Donc, des qui deux fait autres aussi de après. la plongée. Donc, Voilà, qui est de la dans votre plongée. trio, il y a quand même aussi des Il y a femmes qui une prennent plongeuse, la mer. il y a une plongeuse, d'une une grande façon. plongeuse qui plonge partout dans le monde. Et donc, ce sont des vraies images donc, voilà, de ce paradis que l'on veut garder. Et qu'il faut à tout prix préserver. On en parle beaucoup dans Grain de sel. Voilà. Merci beaucoup Isabelle d'avoir partagé ça avec nous. Merci encore. Merci. Et eh bien, bonne traversée. Merci. Cette émission touche à sa fin. Merci beaucoup d'avoir suivi Grain de sel télé, produit par Traveldoc. Je vous retrouverai pour le prochain numéro depuis Gruissant. Nous parlerons de la protection des zones humides. En attendant, suivez-nous sur nos réseaux sociaux. Prenez soin de vous et de la mer.